Bonjour et bienvenue sur votre JT Lozère. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Une fois n'est pas coutume, je vous le rappelle à chaque fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça facilite la diffusion de ce JT, ça booste un peu les algorithmes et ça nous aide grandement et surtout c'est gratuit. Allez, sans plus tarder, on va tout de suite découvrir une actualité très chargée. Les épisodes Sevenol, bien sûr, auront marqué cette actualité. On va découvrir d'ailleurs les titres avec ceci. Je vous propose donc de découvrir les titres de ce journal. Et je vous le disais il y a quelques instants, le plus important épisode Sevenol de ces 40 dernières années a traversé l'est de notre département. Nous reviendrons en images sur cet événement marquant. La santé des agriculteurs. À Aumont s'est déroulée une conférence sur les dangers des poussières en agriculture. La célèbre brasserie de la Lozère a fêté ses 10 ans, nous y étions. Opération séduction pour la gendarmerie nationale qui recrute. La 7e édition des Automnales s'est déroulée devant la boutique des producteurs de Mende. Ce fut l'occasion de découvrir et de déguster les délicieux produits de saison. Enfin, à Florac, nous découvrirons la nouvelle vie de l'ancien hôtel Le Rochefort, devenu le siège de l'intercommunalité. Allez, c'est parti. Nous l'avons dit il y a quelques instants, nous ouvrons donc ce journal avec cet épisode Sevenal d'une rare intensité, probablement le plus important depuis ces 40 dernières années. Avec des images totalement inédites, on va vous proposer de revenir sur cet événement qui aura marqué l'Est lozérien. Reportage. Et Météo France ne s'était pas trompé. Quelques heures avant cet épisode Sevenol d'une intensité rare, la préfecture de la Lozère avait placé le département en alerte orange, puis rapidement en alerte rouge crue inondation. Un système orageux avait été annoncé pour l'après-midi et en soirée du 17 octobre, avec un risque de fortes rafales de vent et de grêle, pouvant entraîner une réaction des cours d'eau. En effet, ce sont les territoires situés à l'est lozérien et en Ardèche qui ont subi un passage météorologique d'une intensité rare. Les chiffres sont impressionnants, il est tombé jusqu'à 600 litres d'eau par mètre carré. En effet, un épisode de Sevenol comme celui-ci est lié au relief, accentuant le phénomène des pluies intenses et l'effet entonnoir des reliefs ardéchois et lozériens ont conduit à la montée rapide des cours d'eau. Le tronçon du Haut-Allier, secteur de Langogne, a subi lui aussi des débordements, tout comme la Bastide Puylaurens, où la route a été coupée durant quelques heures. Plus au sud, à Villefort, le courant aurait même emporté une partie de la station d'épuration. Les pompiers ont été mobilisés dès les premières heures avec le soutien de la gendarmerie et de la Croix-Rouge. Ils auront réalisé 105 interventions pour 151 sorties. Il a été recensé près de 500 appels d'urgence. Les pompiers du SDIS 82 auront également prêté main forte. En quelques heures à peine, les barrages ont subi des élévations fulgurantes avec 11 mètres mesurés au barrage de Villefort. Ce dernier a débordé dès 11h30. Les images des cours d'eau en furie restent impressionnantes. Le cumul des trois vallées, l'Altier, du Chassac et de la Borne ont accusé un débit impressionnant de 1540 mètres cubes par seconde, relevé au barrage voisin de Sainte-Marguerite.
Pour Olivier Morin, éleveur et maire de Prévenchères, dont l'infrastructure routière de la commune a subi d'importants dommages et dont un village proche a été totalement isolé durant quelques heures, on n'avait pas connu une telle intensité pour un épisode Sevenol depuis les années 80 précisément. Par précaution, la préfecture avait fermé les établissements scolaires et suspendu les transports des enfants dans les secteurs concernés par cet épisode Sevenol. Fort heureusement, la Lozère ne déplore aucune victime et les dégâts, bien que conséquents, restent limités à des infrastructures ou du matériel. Le recensement des dommages causés est en cours d'évaluation. Les premières estimations pour la commune de Prévenchères, par exemple, s'élèveraient à 120 000 € pour remettre les routes en état et en conformité. Si l'État prend en charge 30% de la somme, les 70% restants à charge sont problématiques, relate Monsieur le maire. Alors il y a une dotation d'aide aux collectivités qui ont été sinistrées. D'ailleurs un message a été adressé à toutes les communes pour leur expliquer comment ça fonctionnait. C'est un système qui est distinct du système catastrophe naturelle. Donc il y a aussi un autre message qui est parti aux communes pour leur expliquer comment se signaler en catastrophe naturelle. Et après il y a une dotation spécifique de l'État pour les communes sinistrées à laquelle s'ajoute en général un peu de DETR pour arriver à une subvention significative pour refaire l'ouvrage qui a été cassé. Le conseil départemental, dans un communiqué, a indiqué étudier d'ores et déjà le déblocage d'aides en soutien aux communes impactées. Pour le président du conseil départemental, cet épisode climatique hors norme aura démontré une nouvelle fois la réactivité des élus locaux, des maires aux côtés des services de secours. Il salue également l'esprit de résilience et de solidarité des Lozériens. Allez, maintenant nous allons prendre la direction d'Aumont-Aubrac où le 17 octobre, la MSA Lozère avait organisé une conférence sur les dangers de la poussière présente dans le milieu agricole. Une journée organisée autour de témoignages d'agriculteurs qui ont été touchés et ainsi autour de la conférence du docteur Jean-Michel Lornet, médecin du travail et associé au Reprend, un reportage de Marion Guibaudot. Mais oui, aujourd'hui c'est super important parce que c'est un risque que comme on a pu le voir ce matin déjà, finalement tout le monde en est conscient, mais personne ne se protège trop de ça. Donc c'est vraiment que quand on a la problématique qu'on se met à se protéger. Alors qu'il y a des petites choses où c'est que sont toutes simples pour être protégé, porter un masque quand on fait la farine, porter un masque quand on met un peu de paille. Des fois c'est pas non plus très compliqué. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'était super important avant qu'on ait plus de problèmes ou plus de difficultés avec ce poumon fermier, principalement chez nous, quoi. Voilà, pour qu'on fasse des journées, qu'on sensibilise au maximum nos adhérents, nos exploitants. Voilà. 5 à 10% de la population agricole peut être touchée par des maladies respiratoires, pneumopathie d'hypersensibilité, asthme, bronchite chronique, bronchopneumopathie toxique, etc. Leurs formes et leurs fréquences sont variables selon les métiers et les secteurs. Mais ces chiffres pourraient être sous-évalués selon des organismes tels que le REPRAN, le réseau pathologie respiratoire agricole national, lancé officiellement en 2019. Il est le fruit d'un partenariat entre les MSA et les professionnels de santé, dont l'INMA, l'Institut national de médecine agricole. Répondre parce qu'en fait, les maladies respiratoires agricoles sont assez connues dans le sens où c'est assez fréquent de tousser ou d'avoir de la fièvre ou d'être essoufflé quand on travaille. Le problème, c'est qu'il n'y a pas toujours de la consultation qui est faite rapidement. Et le problème, c'est qu'on n'a pas forcément toujours des chiffres exacts sur quel est le pourcentage de pathologies respiratoires dans ce département de la Lozère. Ces pathologies, on sait qu'au niveau national, on estime qu'il y a un nombre à peu près de 10% des agriculteurs qui peuvent être touchés d'une pathologie agricole respiratoire. Donc c'est un chiffre qui est quand même assez important, mais pour pouvoir avoir des chiffres exacts, il faudrait que chaque pathologie soit diagnostiquée. L'accès aux médecins est des fois dans certains départements un petit peu limité, donc il faudrait que cette pathologie soit diagnostiquée, qu'on ait les examens complémentaires qui nous permettent d'affirmer le diagnostic. Donc les examens complémentaires, c'est les EFR, c'est les radios, les scanners, etc. L'accès avec le pneumologue pour pouvoir faire ces
les EFR. Et du coup, derrière, il faudrait que toutes ces maladies soient déclarées en maladies professionnelles, puisqu'il existe un tableau de maladies professionnelles qui est le tableau 45, qui englobe toutes ces pathologies respiratoires. Et il faudrait que tout le monde déclare ces pathologies. Alors, on estime que souvent, ces pathologies existent, mais qu'elles ne sont pas diagnostiquées, ou des fois qu'elles sont diagnostiquées avec un retard assez important. L'agriculture expose à différents troubles respiratoires via les aérocontaminants auxquels s'exposent chaque jour les agriculteurs. Les substances végétales telles que le céréal, le foin, le lin ou les micro-organismes tels que les moisissures, bactéries, toxines, les protéines et squames animales, les acariens et insectes, les produits chimiques et gaz toxiques, tous et toutes sont susceptibles de générer des troubles respiratoires. Des risques qui dépendent également de la quantité et de la fréquence d'inhalation des substances pathogènes. Le diagnostic et la prise en charge sont souvent complexes et les conséquences professionnelles, sociales et familiales sont importantes. Le message à faire passer, j'ai envie de vous dire qu'il y a des messages, en tout cas le message est multiple. Ce qu'il faut leur dire, c'est rapidement leur dire qu'il existe des maladies respiratoires, qu'elles sont professionnelles et agricoles, qu'ils ont un métier, mais ça ils le savent, mais ce qui est important c'est de leur faire comprendre, admettre, prendre conscience que leurs activités professionnelles les exposent à un certain nombre de contretemps que nous on appelle le risque respiratoire. Mais avant les maladies, avant le stade non réversible de la maladie, il y a un certain nombre de symptômes. Ces symptômes, c'est toujours les mêmes. Quelle que soit la maladie respiratoire dont on parle, les symptômes sont toujours les mêmes. C'est de la toux, c'est de l'essoufflement, c'est des crachats, qui soient à longueur de journée, qui soient que matinaux, qui soient à certains moments de l'année et qui disparaissent à d'autres. Voilà, ces symptômes-là, cette trilogie, j'ai envie de dire, de symptômes, c'est à peu près toujours la même, quelle que soit la maladie qu'on parle. Et le message fondamental à dire, c'est ne négligez pas ces symptômes, qui ne sont pas graves, qui sont souvent peu ou pas gênants, qui sont transitoires, qui ne sont pas là toute la journée, qui ne sont pas là toute l'année. Et pour autant, ne les négligez pas, parce que ces symptômes-là sont le berceau de maladies respiratoires qui peuvent avoir toute leur gravité quand les années passent et puis quand le statut respiratoire change au cours du temps. Et ne les négligez pas, ça veut dire prenez conscience qu'il existe une petite toux, qu'il existe un petit essoufflement, et une fois que vous avez pris conscience, consultez votre médecin traitant le plus proche, consultez votre pneumologue. Pour le docteur Jean-Michel Lornay, conférencier de la matinée, une chose est à retenir avant tout. Poussières et moisissures mènent aux maladies respiratoires. Mais il existe des moyens de s'en prémunir, même si le risque zéro n'existe pas. Mais comment elle travaille, voilà, elle apporte la santé et sécurité, un service santé et sécurité au travail. Donc où c'est qu'on fait connaître avec que les élus connaissent. Et après on fait des liens entre les élus et ce service santé et sécurité au travail de la MSA, quoi, voilà. Il y a tout un accompagnement de toute manière. Dès que voilà, en gros, comment ça peut se passer, c'est que dès qu'une personne est concernée par le cas, on accompagne, on apporte quelques aides sur certains domaines, et puis on peut justement aussi apporter carrément des conseils sur comment modifier le travail à la ferme, ou comment modifier des fois certaines petites choses pour améliorer et éviter d'avoir plus de gravité de la maladie. Samedi 19 octobre étaient célébrés les 10 ans de la brasserie de Lozère sur le Causse d'Auge, là où précisément sont tirées les 21 bières de la gamme. Une décennie célébrée en présence notamment de Régine Bourgade, maire de Mende. Reportage Marion Guibaudot. Alors pourquoi la bière ? Alors il y a une quinzaine d'années, j'avais déjà créé une petite vache 48 qui s'était logotisée sur une centaine d'articles. Et en fait, j'avais envie de créer quelque chose qui sorte du terroir, en fait. Donc du coup, voilà, l'idée de la bière. Et puis aussi, ce que je racontais dans mon discours, faire revivre la bière en Lozère, puisqu'il y a quand même un passé brassicole sur Mende.
Laurent Augier, Philippe Mosselin et Michael Pradier, les 3 associés fondateurs de la brasserie de Lozère, ont retracé, lors de cette célébration samedi 19 octobre, une première décennie dont tout le travail qui leur a permis d'en arriver aux produits bien connus des Lozériens. Si leur aventure est avant tout une histoire d'amitié, c'est aussi l'envie de fournir un produit de qualité et local au sein du département qui les a poussés dans cette entreprise. C'est le 14 octobre 2014 que tout a démarré. C'est l'histoire de 3 copains à qui j'ai fait 3 copains, donc mes deux associés avec qui je suis arrivé avec un projet bien ficelé. Je leur ai présenté le projet et ils sont partis direct avec moi. Ça fait 10 ans que ça dure aujourd'hui, 21 bières différentes. Fait que du bonheur, franchement, une petite entreprise pleine de réussite. La première bière qu'ils ont produite était une bière à la liqueur de cèpe, une manière d'attirer l'œil des consommateurs sur cette brasserie locale qui montait tranquillement en gamme. Cette première boisson devait à la base être éphémère. 10 ans plus tard, force est de constater qu'elle est toujours là et continue de plaire, même si c'est une bière saisonnière. Alors, je vais vous dire que dans ma tête, j'ai des centaines de bières différentes à créer. Mais aujourd'hui, après, c'est compliqué de faire plusieurs bières, d'arriver à toutes les vendre. Donc on est arrivé à un moment où on a nos bières de base, ça marche très très bien. J'ai envie de passer à autre chose, en plus de la bière, toujours continuer à faire de la bière, mais j'ai quelques idées. Durant ces 10 premières années, entre les trophées du concours Lozère Gourmande fièrement affichés dans l'entrée des locaux ou la récompense reçue en 2023 au Salon de l'Agriculture à Paris, l'entreprise a de quoi être fière de ses accomplissements. Plus récemment, la brasserie de Lozère s'est démarquée en lançant son cola 48 et d'autres projets sont dans les tuyaux selon les 3 associés. Et pourquoi ne pas embrasser une carrière dans la gendarmerie nationale ? Entre les courses du jour et l'achat du journal local, les gendarmes de la Lozère étaient venus dans un hypermarché local afin de présenter leurs diverses spécialités et opportunités de carrière dans cette institution militaire. Reportage. Aujourd'hui, nous avons mis en place un stand avec au moins 5-6 militaires. Ce stand a pour vocation déjà à présenter, à faire le contact avec nos concitoyens, avec la population, à la fois pour leur présenter tout l'ensemble de nos métiers, gendarmerie comprenant plus de 300 métiers dans tous les domaines. Samedi 19 octobre, le groupement de gendarmerie départementale avait choisi l'entrée d'Hyper-U Amande pour organiser une journée de rencontres et d'échanges avec la population. Avec un caddie ou un sac à main, vous pouviez visiter un stand inattendu. Un stand afin de venir à la rencontre de la population et échanger avec les professionnels de la sécurité publique. Le but est de sensibiliser à leur métier afin de susciter, pourquoi pas, des vocations futures. Chaque année, nous recrutons plus de 12 000 gendarmes dans différents statuts, officiers, sous-officiers, gendarmes adjoints volontaires et également les réservistes, puisqu'on en a quelques-uns ce matin qui nous appuient tout l'été dans nos missions, notamment, en plus en particulier, mais tout au long de l'année aussi, et qui sont une aide vraiment fondamentale pour nous. Les visiteurs ont notamment pu découvrir les matériels, tester le poids non négligeable des gilets pare-balles qui font partie de l'équipement des forces de l'ordre. Succès garanti également pour la moto, provenant de l'escadron départemental de la sécurité routière, mais également exposition de différentes tenues de service. Là où on trouve vraiment un grand plaisir, nous, c'est à échanger avec les gens, à leur montrer ce qu'on fait, à leur montrer aussi notre matériel, à leur faire essayer notre matériel pour que parfois voir sur le visage des enfants, quand ils essayent la moto, toujours quelque chose d'assez agréable pour eux. Nous, pouvoir échanger avec même souvent les seniors, les anciens, qui nous racontent un petit peu le passé, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont connu, et donc c'est toujours des grands moments pour ça, très agréables. Dans le cadre du Cybermois, des démonstrations d'impression en 3D étaient en action. À la clé, des goodies pour les visiteurs, leur permettant ainsi d'échanger sur les différents métiers et missions en gendarmerie. Alors, les tâches quotidiennes, il y en a plusieurs. Alors, bien évidemment, il y a le contact avec le public, le recueil, évidemment, lorsqu'il y a des infractions malheureusement qui sont commises, le recueil des indices, les enquêtes à mener. En amont de ça, il y a évidemment de la prévention, donc tout ce qui est surveillance générale. Donc, on est là pour empêcher que les infractions se produisent.
Et enfin, il y a aussi tout le volet sécurité routière qui est fondamental. Vous savez, le contrôle des flux, la sécurisation de nos axes. Donc là, c'est là où les motos notamment interviennent. Mais on a également d'autres missions. On a le chef d'escadron Chambert le fait très bien. Donc tout ce qui est partenariat. On œuvre aussi à côté des entreprises, de tous nos partenaires, j'allais dire, sur le secteur lozérien pour leur proposer des formations, pour leur proposer des informations également. Donc ça peut être sur les violences faites aux femmes, sur la sécurité routière, les addictions. Et d'ailleurs, on a aussi toute une volée accompagnement des familles. On a la maison de protection des familles qui est là également ce matin. Donc il y a plus une vocation à aider toute personne, tout ce qui touche le volet de la famille, où il y aurait des difficultés rencontrées, violences, difficultés diverses. Donc voilà. On espère tous les candidats possibles. Alors effectivement, même s'ils sont recrutés au niveau de la Lozère, si nous instruisons, j'allais dire, les dossiers de candidature, ces gendarmes-là, ces candidats-là seront amenés évidemment à servir dans toute la France, pas seulement en Lozère, mais bien évidemment, si certains reviennent en Lozère, on en sera ravis. Et pour les réservistes, en revanche, c'est vraiment du recrutement local. Ce seront des gens qui auront vocation à servir en Lozère, à côté des gendarmes lozériens, pour, comme je vous le disais, nous renforcer, nous aider dans les tâches quotidiennes. En Lozère, nous avons un très bon rapport avec la population et nous sommes vraiment ravis d'exercer dans ce territoire où nous avons à cœur justement d'œuvrer pour garder ce territoire, cette tranquillité et ce bon vivre. Avec un effectif de plus de 60 000 personnels, la gendarmerie départementale est une force de proximité au contact de la population. Elle assure la sécurité des personnes et des biens 24 heures sur 24. Voilà, il y a aussi ce côté recrutement et on espère susciter quelques vocations aujourd'hui. Circuit court et producteurs locaux étaient à l'honneur ce 19 octobre à Mende, où s'est déroulée la 7e édition des Automnales devant la boutique des producteurs. Cet événement était l'occasion de déguster de délicieux produits de saison proposés par les producteurs et les artisans du réseau et d'échanger avec eux pour mieux connaître leurs pratiques. Un reportage de Marion Guibaudot. Les Automnales, l'événement du réseau des boutiques paysannes d'Occitanie, se déroule la même semaine que la semaine du goût. Un clin d'œil à la qualité des produits vendus dans ces boutiques où les producteurs viennent à tour de rôle tenir des permanences. À Mende, la boutique est située au 1 place René Estoupe et a ouvert il y a plus d'une dizaine d'années. Alors, en fait, la réflexion est venue du fait qu'on était tous à faire plus ou moins des marchés locaux. Et on sait très bien que les marchés prennent vraiment beaucoup de temps, c'est très chronophage. Et on s'est dit pourquoi pas se regrouper au sein d'une structure collective pour faire ce qu'on fait sur les marchés, mais toute la semaine. En fait, la boutique, elle est ouverte toute l'année, toute la semaine. Et on est vraiment gagnant de venir vendre nos produits, les produits de nos collègues, tous ensemble. Et en fait, on a une offre qui est disponible pour les clients toute la semaine. Et c'est quand même plus efficace, plus efficient, on va dire, que faire des marchés individuellement. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas tous aussi des marchés, mais voilà. Et à Mende, il n'y avait pas du tout de boutique de ce type-là. Et voilà, on a un peu comblé le vide parce que les boutiques paysannes, il y en avait une à Florac et il n'y en avait pas ailleurs. 12 ans plus tard, on est encore là, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et en fait, on a montré que le modèle, il tient la route. Pour tout le monde. Tout le monde s'y retrouve, les consommateurs, les paysans, les artisans. Je pense que voilà, on est encore là et c'est la preuve que finalement ça convient à tout le monde. Depuis les années 90, certains magasins de producteurs ont souhaité se fédérer en réseau afin d'échanger sur leurs expériences respectives et pérenniser leurs initiatives dans le respect d'une charte commune. C'est ainsi qu'est née l'association Boutique Paysanne Languedoc-Roussillon, devenue depuis Occitanie. Une boutique paysanne est donc une boutique tenue et gérée collectivement par des producteurs fermiers qui vendent sans intermédiaire les produits de leurs exploitations aux consommateurs. Alors aujourd'hui, nous sommes 17 producteurs à la boutique. Alors sur la boutique La Maison des Paysans à Mende, vous trouverez des fromages, de brebis et de chèvres, de la viande de porc fermière, des charcuteries. Il y a également du maraîchage et en épicerie, il y a un grand rayon de miel, de confiture, de produits transformés à base de châtaigne. En boisson, il y a des sirops, il y a des infusions, il y a des jus de pommes, il y a de la bière, il y a du vin.
et en artisanat, de la poterie, des bougies. Nous avons également des artisans qui travaillent le chocolat ou qui travaillent le café. Et un paysan boulanger, voilà, tout à fait. Nous travaillons avec deux boulangers, 2 fournils, dont un est paysan boulanger. Donc ça veut dire qu'il produit lui-même ses farines. En Occitanie, il existe 16 boutiques paysannes, dont 2 en Lozère, celle de Mende, puis celle de Florac. Tout le monde peut nous rejoindre, après il faut tenir les permanences, ça fait partie de la règle du jeu. Il y a une commission en quelque sorte, entre nous on discute de l'entrée ou non d'un confrère, selon la nature de ses produits, selon la manière dont le travail est fait, etc. Il y a une commission, mais sur le principe c'est ouvert à tout le monde. Moi, je voudrais faire un appel à des producteurs. En fait, on aimerait bien étoffer l'équipe. Et voilà, si on arrive à trouver un local qui peut accueillir de nouveaux producteurs, ce sera avec plaisir. On n'a pas forcément toute la gamme de produits qu'on peut faire en Lozère. On a un territoire riche de paysans et de diversité. Et donc, tous ceux qui auraient envie de nous rejoindre peuvent nous contacter. Allez, prenons la direction de Florac dans les Cévennes, où précisément la communauté de communes Gorge-Causse et Cévennes a inauguré son nouveau siège, nommé le Rochefort. Ce dernier est situé dans un bâtiment totalement repensé, aux propriétés vertueuses et aux ambitions certaines. Reportage. Donc, nous y sommes, et aujourd'hui, c'est le jour officiel de l'inauguration de ce nouveau bâtiment. Les murs étaient sûrement trop petits et puis les murs étaient en plusieurs murs. Donc ce qui fait que la communauté de communes, qui est une communauté de communes, comme vous le savez tous, énorme, avec 907 km², on avait trois points, donc Merveille, Saint-Inimy et Florac. Et donc au bout du bout, on avait quand même l'idée depuis un moment de vouloir regrouper. Si l'entrée de Florac possédait déjà quelques enseignes remarquables, un nouveau bâtiment vient d'être inauguré le 19 octobre. Après 3 années d'études et de chantier, l'ancien hôtel Le Rochefort a été totalement repensé par l'architecte Hélène Bardin-Solignac pour être le nouveau navire amiral de la communauté de communes Gorge-Causse et Cévennes. Donc déjà, une ancienne friche hôtelière qui est réhabilitée, avec des parkings déimperméalisés. On a aussi donc des matériaux biosourcés au niveau donc de l'isolation. On a du photovoltaïque en consommation directe. On a récupéré les eaux de pluie pour alimenter tous les sanitaires. Enfin voilà, on est quand même sur quelque chose. On a aussi, et ça c'est quelque chose de très important pour moi, c'est qu'on a du bois. L'extension qui a été faite a fait ossature au bois. Tout le bois extérieur est certifié bois des territoires du Massif central. Avec une surface impressionnante de 1300 m², le bâtiment est vertueux. Le cabinet d'architectes s'est appuyé sur 8 principes fondamentaux du respect de l'environnement, avec des ressources maîtrisées afin de gérer au plus juste les matériaux et prendre en compte les enjeux futurs de la consommation énergétique. Sa fonction première, bien sûr, est d'offrir un outil de travail efficace à destination des 17 communes membres et des 7061 habitants qui la composent. Une Comcom aux caractéristiques spécifiques, rurales et de moyenne montagne. L'intercommunalité, c'est un travail de coopération entre des communes membres, ça c'est essentiel, mais c'est aussi un travail de coopération entre l'ensemble des agents qui constituent cette équipe communautaire. Nous, on a toujours conçu ce travail comme un travail d'équipe. Le bâtiment a été conçu effectivement avec une maîtrise d'œuvre dédiée, mais on a toujours fait un travail participatif de l'ensemble des agents qui ont participé à la conception et qui ont pu amener des éléments importants qui ont permis de ne pas faire d'erreur sur la conception. Les 39 bureaux du site sont destinés à répondre au mieux aux besoins du territoire pour les prochaines décennies, et ce en matière d'accueil et d'accompagnement des usagers, mais aussi pour les élus, les services et les agents, favorisant ainsi la synergie de travail entre les différents services. Le retour de tout ça, c'est que pour qu'un travail d'équipe se passe pour le mieux, qu'il y ait cette cohésion, c'est qu'on ait les meilleures conditions pour accueillir l'usager, c'est le moteur de chacun des agents de l'équipe, mais c'est aussi le bien-être au travail de l'ensemble des agents. Et ça, c'est essentiel. Et aujourd'hui, on a enfin cet outil qui nous faisait défaut, on peut dire, depuis de nombreuses années, mais on savait qu'on allait y arriver. C'était un travail de longue haleine, coopératif, qui aujourd'hui débouche enfin sur un vrai outil au service du territoire, des usagers et pour l'ensemble des agents qui animent la communauté de communes au quotidien.
Alors on a tous les services, on a regroupé le service de l'eau et de l'assainissement, le service solidarité, le service RH finance, et puis à l'étage au-dessus donc, est venue l'agence d'attractivité touristique qui est venue investir le dernier étage. Après bien sûr il y a le côté des services de la présidence, donc avec le DGS et donc le secrétariat. Et voilà, on a mis en place des salles multimédia avec des grands écrans. On a donc une salle des instances qui est aussi connectée. On a déjà donc des associations ou des partenaires qui nous demandent si on peut leur louer ou leur prêter les salles, donc il n'y a pas de problème. Si le rôle d'une communauté de communes est de prendre de grandes décisions dans des domaines aussi divers que l'énergie, ou encore l'aménagement de l'espace ou des décisions en matière de politique locale, elle vous accompagne quotidiennement dans des domaines aussi divers que l'enfance, la gestion de l'eau, la santé ou encore la culture. En priorité, on a notre service au assainissement qui nous fait une priorité puisqu'on est en train sur toutes les communes de faire des travaux, et les travaux d'eau et assainissement, c'est des travaux qui sont très coûteux. Au niveau des investissements au niveau communautaire, on arrive quand même en fin de mandat, il faut le dire. On est à 18 mois de la fin de mandat. On est dans un contexte économique qui n'est pas des plus florissants, donc on est quand même sur la réserve. On a bien fini le Rochefort, bien à temps. Le Rochefort est avant tout un lieu de rassemblement dont la pièce maîtresse en est la salle des instances. On se croirait au Parlement européen avec sa conception vertueuse et optimisée pour d'intenses moments d'échange futurs. En tout, ça coûte 3 500 000 €. Voilà. Mais ça veut dire l'achat du bâtiment, les travaux et toutes les études qui vont avec. Des travaux, il y en a pour 2,8 millions. Avec un remarquable 0 € de dépassement de budget pour un coût total qui s'élève à 3 500 000 €, le projet aura été soutenu par l'État à hauteur de 44,3%, le département de la Lozère 14,8%, la région Occitanie 4,33%. L'ADEME, pour sa part, aura contribué à 1% du montant total. L'idée, c'est d'avoir un outil qui puisse avoir une plasticité administrative, c'est-à-dire pouvoir s'adapter aux futures compétences qui seront dévolues aux intercommunalités. Et à ce titre, donc, il y a un travail qui vient d'être engagé depuis l'été 2024 à l'initiative du président pour re-questionner l'ensemble des compétences. Donc il y a ce volet législatif. Si le législateur nous impose de nouvelles compétences, on saura les accueillir. Et en tout cas, les élus veulent s'interroger avant la fin du mandat sur le bien fondé de l'ensemble des compétences qui existent. Est-ce qu'il ne faudrait pas les étendre un peu plus ? Est-ce qu'il ne faudrait pas, pourquoi pas, réduire leur amplitude et restituer certaines compétences aux communes ? Et de ça, effectivement, on aura un outil vraiment performant au service du territoire et qui pourra s'adapter pour les années à venir. Et l'outil a été conçu dans cet esprit. On a fait quelque chose qui est moderne, mais tout en restant avec l'esprit du Rochefort et avec aussi l'envie de faire quelque chose qui valorise nos territoires. Je vous propose à présent de découvrir les brèves de cette édition. Mardi 22 octobre à Fontanil, pour trouver du travail, vous pouviez scroller afin de scruter les opportunités d'emploi, mais vous pouviez également traverser la rue et aller en face pour éventuellement décrocher un emploi. Et c'est précisément pour faciliter cette recherche que France Travail et ses partenaires avaient organisé l'opération La Place de l'Emploi, à destination des habitants du quartier nouvellement classés en zone prioritaire. Et l'opération a obtenu un réel succès puisque 140 personnes, demandeurs d'emploi, se sont déplacées pour tenter leur chance, alors qu'initialement, 60 prétendants s'étaient inscrits et avaient bénéficié d'une mise en condition par France Travail afin que ces rencontres soient au final fructueuses dans la recherche. Place de l'Emploi, c'est un village éphémère constitué de thématiques animées par France Travail et 25 acteurs de l'emploi, soit des entreprises locales et des fédérations professionnelles, accompagnées des partenaires pour l'emploi, tels que la mission locale, Cap Emploi et autres organismes de formation, ainsi que des associations locales regroupées autour de 4 espaces dédiés. L'idée force est d'associer les acteurs locaux, vous l'avez compris, pour lever les freins périphériques à l'emploi, comme la garde d'enfants, le logement ou la mobilité, tout en mobilisant les dispositifs disponibles. Mais c'est également favoriser les échanges avec les acteurs du terrain. C'est aussi promouvoir l'offre collective de services et mettre en avant les services disponibles pour accompagner les publics, notamment ceux des quartiers prioritaires de la ville, et les orienter vers un emploi durable.
Enfin, c'est inciter les entreprises à recruter localement via des compétences issues des quartiers prioritaires en utilisant des aides à l'embauche disponibles comme des contrats uniques d'insertion et des emplois francs, ainsi que les compensations pour l'embauche de personnes en situation de handicap. Pour les employeurs locaux et les demandeurs du quartier Fontanil, cette opération aura assurément favorisé les opportunités et les potentiels auront été détectés lors de la première édition de cette opération de proximité. Décidément, l'univers nous offre des merveilles dans un ciel étoilé. Après les aurores boréales et alors que la pleine lune du chasseur vient de passer son chemin, eh bien, vous pouvez toujours avoir la chance d'observer un phénomène rare avec la présence de la comète du siècle. En témoignent ces images incroyables prises depuis la station spatiale ISS par l'astronaute Mathieu Dominique. Nombreux sont les Lozériens à avoir levé les yeux parmi les étoiles pour observer Chuchisan Atlas, c'est son nom. Elle apparaît majestueusement avec les derniers rayons du soleil couchant. Ce corps céleste découvert l'année dernière gravite autour du soleil. Elle ne devrait revenir dans les parages terrestres que dans 76 ans selon les scientifiques. Alors il n'est peut-être pas trop tard pour tenter votre chance de l'apercevoir. Pour ce faire, il vous faut un horizon bien dégagé. Vous regardez vers l'ouest à l'endroit précis du soleil couchant. Simultanément, légèrement sur la gauche, apparaît la première étoile de la nuit, c'est Vénus. Alors que les lueurs du jour s'estompent, avec patience et attention, vous découvrirez la comète à l'horizon. Elle est située légèrement au-dessus de ces deux repères. En cette fin octobre, elle se situe à la verticale, légèrement à gauche, au-dessus de Vénus. Un conseil, munissez-vous d'une paire de jumelles. Attention de ne pas viser le soleil. Si vous prenez une photo, prenez votre appareil et mettez un retardateur pour que la magie opère. Et summum de la beauté, si vous vous rapprochez d'un club de passionnés d'astronomie, avec un télescope, vous pourriez même apercevoir sa queue en détail. Elle est formée en fait de 3 traînées, chacune ayant ses propres caractéristiques physiques. Effet waouh assuré. L'un des pieds nickelés serait-il venu en Lozère depuis le Loiret? Le protagoniste aura tout cumulé en ce jeudi 10 octobre. Repas bien arrosé, impossibilité de récupérer un véhicule en fourrière, pseudo-tentative de braquage dans une pharmacie et délit de fuite, non sans avoir consommé au préalable un petit bédo. Sur appel au 17, le 10 octobre, vers 16h30, les effectifs du commissariat de Mende se rendaient à la pharmacie Jarousse pour un indésirable. Bien qu'arrivé rapidement sur place, le perturbateur avait déjà quitté les lieux. Les premiers éléments recueillis permettaient de savoir qu'il s'agissait de 2 hommes d'une quarantaine et d'une vingtaine d'années. Tous deux venaient à Mende pour récupérer un véhicule précédemment placé en fourrière, et ce dans le cadre d'une procédure judiciaire diligentée en août. Les conditions pour récupérer le dit véhicule n'étant pas remplies, le propriétaire est reparti bredouille. Le pharmacien rapportait qu'un individu s'était donc présenté dans le commerce sollicitant la délivrance d'un médicament démuni d'ordonnance et que, devant le refus de son employé, l'intéressé déclarait « J'ai une arme, c'est un braquage ». Rien de moins. Le pharmacien intervenait alors et l'individu insistait pour obtenir le produit demandé, ajoutant « Et si je te sors une arme ?» Le pharmacien passait devant le comptoir et conduisait l'individu en dehors de son officine. Il était alors malmené sans être blessé. L'employé était choqué par les faits, peu communs effectivement sur Mende. L'individu quittait les lieux à vive allure à bord d'un véhicule de type sportif. Il adoptait une conduite aussi rapide que dangereuse en direction de Barjac, passant de fait en zone gendarmerie alors qu'il était pris en charge par la police nationale et la police municipale de Mende et à qui il refusait d'obtempérer avant de les distancer. Les gendarmes avisés mettaient en œuvre un dispositif alors que le conducteur, entre-temps, s'était évanoui dans la nature. Après quelques investigations, le mis en cause fut retrouvé et interpellé par la gendarmerie, tandis que la police nationale interceptait un second individu, son cousin, alors qu'il cheminait en bordure de route. Tous deux étaient placés en garde à vue. Le principal intéressé niait les faits, reprochait à l'exclusion du refus d'obtempérer qu'il admettait avoir commis. Son compagnon d'infortune était dédouané de toute responsabilité. L'audience a eu lieu le 15 octobre afin d'éclaircir les faits dignes d'une mauvaise fiction. Au final, s'ensuivit une série d'explications peu convaincantes tout en tentant de jouer sur la fibre sensible de l'audience présente, un peu à la manière du chaboté dans Shrek avec ses yeux tristes. Alors en définitive, est-ce croquignol, ribouledingue ou filochard? Allez savoir. Toujours est-il qu'entre récits incohérents et propos improbables,
Peu dupe du personnage, la procureure de la République aura requis notamment 3 ans de prison ferme ainsi que toute une série de sanctions peu clémentes. Beaucoup plus souples, les juges auront condamné le mis en cause d'une peine plus légère, sous bracelet électronique pour 9 mois ferme, plus 3 mois de révocation. L'obligation de soins, la confiscation de son véhicule et l'interdiction de venir en Lozère durant les 3 prochaines années, ainsi que quelques autres douceurs, dont l'indemnisation du personnel de l'officine. Dans un communiqué, la DDPN 48 souligne la belle coopération des forces de l'ordre, gendarmerie nationale, police municipale, police nationale, chacun ayant œuvré dans le cadre de ses missions et dans sa zone de compétence pour faire cesser ces agissements dangereux afin de garantir la sécurité de nos concitoyens. Ça va bien, la Lozère est là. Sébastien Coulon, notre consultant sport et néanmoins recordman du monde d'une célèbre danse à Rioteur de Randon, s'en est allé remuer son popotin sur l'île de la Réunion et participer à l'Ultra Trail du Grand Raid 2024. Notre Lozérien l'a fait et de la plus belle des manières. Il s'était donné pour objectif le pari fou de participer et terminer pour la 2e fois cet Ultra Trail légendaire réputé pour être l'un des plus difficiles au monde. Dans les faits, le Grand Raid regroupe 5 courses, dont la très réputée Diagonale des Fous. Rendez-vous compte, pour la Diagonale, les trailers doivent traverser complètement l'île de la Réunion, et ce sur une distance de 182 km, avec un cumul de 10 500 mètres de dénivelé positif. Pour cette édition de la Diagonale, c'est Mathieu Blanchard qui en est le vainqueur. Il a bloqué le chrono à 23h25 et 2 secondes, pulvérisant ainsi le record de l'épreuve. Le chrono de Sébastien, quant à lui, a affiché un temps remarquable de 46h21 et 3 secondes. Il se classe à la très belle 544e place parmi les 2937 participants au départ et dont seulement 2014 ultra-trailers franchiront le portique d'arrivée dans les temps. La Lozère est là. Le dernier d'entre eux à avoir validé sa course est Didier Marmas. Il est arrivé sous les ovations du public et est accompagné du vainqueur de l'épreuve. Il aura mis un peu moins de 66 heures pour en finir. Pour Sébastien arrivé la veille, il est pour la 2e fois finisher de cette mythique épreuve. Le Grand Raid est assurément l'une des courses les plus folles de la planète. À La Réunion, on l'appelle la Diagonale des Fous. Le 17 octobre a eu lieu un contrôle routier sur la commune de Barjac. Si la constatation de l'infraction et l'interception du véhicule par les motards de la gendarmerie étaient classiques, et ce en fonction de la nature de l'infraction, une alternative à la sanction pouvait être proposée aux conducteurs concernés. En effet, pour la préfecture, le parquet et les forces de l'ordre, les comportements routiers sont un axe d'action prioritaire en Lozère. Et comme dans ce cas, sur la N88, une opération de contrôle routier dite alternative à la sanction peut être proposée. Cette action s'inscrit dans le cadre du plan d'action de sécurité routière avec l'objectif de lutter contre les comportements à risque et de contribuer à la prévention des accidents. À ces fins, les forces de l'ordre ont procédé à des contrôles et proposé, en fonction des infractions, une alternative à la sanction. Les contrevenants pourront ainsi éviter une amende et ou un retrait de points en participant à une séance de sensibilisation au code de la route et aux risques routiers. Une convocation leur a été remise lors du contrôle, précisant le lieu qui est généralement à Moroda au centre de rééducation pour participer courant novembre à un stage de sensibilisation qui durera une demi-journée. À l'issue, l'officier du ministère public classera sans suite l'amende correspondante à la fraction initiale. Si le conducteur venait à ne pas se présenter, la sanction prévue serait alors appliquée. Cette proposition était limitée dans le temps, bien sûr, et pour ce faire, l'infraction constatée devait être raisonnable et correspondre à un cadre précis pouvant conduire à cette proposition pédagogique et constructive. Une croisière verte à bord d'étranges véhicules électriques partis de Paris. 4 équipages à bord de leur ami Citroën ont fait le 19 octobre une étape à Méruès dans le lieu emblématique et non moins célèbre, le Grand Garage Malafosse. En effet, partis du mondial de l'auto, les véhicules électriques roulent sur les traces de la croisière noire dont le périple s'est effectué en 1924, rendez-vous compte. Devenue verte un siècle plus tard, la croisière du centenaire roule en direction de l'Afrique du Sud. Un lien fort avec l'histoire, c'est ce qui caractérise l'étape lozérienne de la croisière verte. Une rencontre chargée de symboles entre Éric Vigourou, pilote de rallye raid,
Henri-Jacques Citroën et les frères Giraud, Alain et Pierre au garage Malafosse, là où précisément les essais de la Croisière Noire ont eu lieu en 1924. Après une expédition de 14 000 km au rythme de 200 km par jour et à 25 km/h de moyenne, l'arrivée est prévue au Cap mi-janvier 2025. Et nous arrivons déjà au terme de ce journal. Vous pouvez contacter la rédaction à l'adresse qui s'affiche ci-dessous, rédaction@kwztv-lozère.fr. Bien entendu, relayez, likez, partagez. C'est avec un énorme plaisir qu'on vous retrouvera le 7 novembre ailleurs en Lozère. Prenez soin de vous. À bientôt.